Au cours des siècles obscurs qui séparent la chute de Rome de l'aube de la Renaissance, les gens ordinaires faisaient face à des défis qui laisseraient la plupart des humains modernes totalement impuissants. Imaginez-vous transporté dans l'Europe médiévale, debout dans la clairière d'un village à l'approche de l'hiver. Il n'y a pas d'épicerie au coin de la rue, pas de pharmacie pour guérir vos maux, pas de quincaillerie pour trouver des outils, pas d'Internet pour chercher des solutions. Votre survie dépend entièrement des connaissances que vous portez dans votre esprit et des compétences que vous avez dans vos mains. Pendant 1000 ans, du 5e au 15e siècle, les Européens ont développé un réseau complexe de savoir-faire pratique qui leur a permis non seulement de survivre, mais aussi de bâtir des civilisations, de construire des cathédrales qui inspirent encore l'admiration et de préserver le savoir à travers des temps tumultueux. Ce n'étaient pas des peuples primitifs tâtonnant dans l'obscurité. C'étaient d'ingénieux solutionneurs de problèmes qui comprenaient leur environnement avec une intimité que nous avons largement perdue, qui pouvaient lire le ciel pour y déceler les schémas météorologiques, qui savaient quelles plantes guérissaient et lesquelles nuisaient, qui pouvaient transformer des matières premières en tout ce qui était nécessaire à la vie en n'utilisant que le feu, l'eau et l'ingéniosité humaine. Dans cette vidéo, vous découvrirez 30 secrets de survie remarquables que les peuples médiévaux maîtrisaient, mais qui ont largement disparu des connaissances modernes. Nous explorerons comment ils conservaient la nourriture pendant les hivers rudes sans réfrigération, comment ils traitaient les blessures et les maladies sans antibiotiques, comment ils créaient du feu de manière fiable par tous les temps, et comment ils construisaient des structures qui ont résisté pendant des siècles. Vous découvrirez des techniques agricoles sophistiquées qui ont soutenu des populations croissantes, des méthodes de navigation qui ont traversé les océans et des artisanats qui produisaient tout, de la corde à la poterie, des textiles aux outils. Nous voyagerons à travers les connaissances oubliées de la médecine par les plantes, examinerons d'ingénieuses méthodes de construction et découvrirons la vérité sur l'hygiène et les accomplissements intellectuels médiévaux qui contredit presque tout ce que la culture populaire nous a appris. Chaque secret représente non seulement une technique, mais aussi une fenêtre sur un monde où l'autosuffisance n'était pas un choix de vie, mais une nécessité absolue, où les communautés dépendaient d'un savoir partagé, transmis avec soin de génération en génération. Quelle sagesse de survie avons-nous troquée en échange du confort moderne? Combien d'entre nous pourraient se nourrir si les supermarchés disparaissaient, se soigner sans hôpitaux, ou construire un abri avec des matériaux trouvés dans la nature? Le monde médiéval nous force à affronter une vérité qui dérange. Malgré toutes nos prouesses technologiques, nous sommes devenus remarquablement dépendants de systèmes que nous ne comprenons pas et que nous ne pourrions pas reproduire. Bientôt, nous commencerons à découvrir ces arts perdus. Et ce faisant, vous pourriez vous mettre à voir les soi-disant âges sombres sous un jour entièrement différent. Les secrets qui ont maintenu nos ancêtres en vie pendant un millénaire recèlent encore de précieuses leçons pour comprendre la résilience humaine, l'ingéniosité et les compétences fondamentales qui ont soutenu la civilisation bien avant l'électricité, les moteurs ou l'électronique. Commençons par ce qui est peut-être le défi de survie le plus fondamental. Se procurer et conserver de la nourriture quand il n'y avait ni réfrigérateur, ni congélateur, ni accès à des produits frais tout au long de l'année. Les Européens du Moyen Âge ont développé de multiples méthodes de conservation sophistiquées, chacune adaptée à différents aliments et circonstances, créant un système complet qui permettait de nourrir les communautés pendant les longs hivers et les périodes de disette. La pierre angulaire de la conservation des aliments était le sel, ce précieux minéral autour duquel des économies entières gravitaient autrefois. Deux techniques de salage distinctes dominaient les stratégies de conservation médiévales. Le salage à sec consistait à emballer la viande ou le poisson entre d'épaisses couches de sel,
qui extrayait l'humidité par osmose, tout en créant simultanément un environnement où les bactéries peinaient à survivre. Le sol momifiait essentiellement la nourriture, tirant l'humidité des profondeurs des tissus jusqu'à ce que ce qui restait soit stable pendant des mois, voire des années. Le saumurage offrait une approche alternative, où les poissons en particulier étaient trempés dans de grands bains d'eau fortement salés. La concentration de sel dans la saumure devait être parfaitement juste. Trop faible et la détérioration se produisait, trop forte et le poisson devenait immangeablement salé. Les conservateurs médiévaux ont développé une compréhension intuitive de ces ratios à travers des générations d'essais et d'erreurs, un savoir que les mères transmettaient à leurs filles avec autant de soin que n'importe quelle recette écrite aurait pu le faire. Le fumage représentait une autre méthode de conservation cruciale, et les communautés médiévales construisaient des structures spécialisées appelées fumoirs, dédiées à cet usage. Ces bâtiments combinaient les effets de la chaleur et de la fumée pour conserver les aliments, créant un environnement où les viandes, les poissons, les fruits, les légumes et les herbes pouvaient être lentement séchés sur des feux soigneusement entretenus. La fumée elle-même avait des propriétés conservatrices, déposant à la surface de la nourriture des composés qui inhibaient la croissance bactérienne tout en conférant des saveurs distinctives. Le chêne était particulièrement prisé pour le fumage car il brûlait lentement et produisait une fumée aromatique, bien que différents bois apportent des caractéristiques différentes. L'art consistait à maintenir la bonne température et la bonne densité de fumée pendant des heures ou des jours. Trop chaud, et la nourriture cuisait au lieu de se conserver. Trop froid, et le processus prenait un temps prohibitif ou échouait complètement. Les conservateurs qualifiés pouvaient juger de l'avancement par la couleur, la texture et l'odeur, ajustant leur feu avec une expertise qui nécessitait des années pour être développée. La fermentation peut sembler être une tendance alimentaire saine et moderne, mais les Européens du Moyen Âge comprenaient son pouvoir de conservation des siècles avant que quiconque ne saisisse la microbiologie qui la sous-tend. Les Allemands fermentaient le chou avec du sel pour créer ce que nous appelons aujourd'hui la choucroute, tandis que des techniques similaires apparaissaient à travers l'Europe et même en Corée avec le kimchi. Le processus semblait presque magique à ceux qui le pratiquaient. Le chou mélangé à du sel et laissé dans des récipients scellés se transformait progressivement, devenant aigre et piquant tout en devenant simultanément plus sûr et plus stable à la conservation que le légume frais. Ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'étaient les bactéries Lactobacillus convertissant les sucres en acide lactique, créant un environnement acide hostile aux organismes de détérioration. De même, le saumurage au vinaigre conservait les légumes et même les œufs, l'acide acétique offrant une protection par une chimie que les conservateurs médiévaux comprenaient de manière empirique même s'ils ne pouvaient pas l'expliquer scientifiquement. Le miel servait une double fonction, à la fois d'édulcorant et de conservateur, ses propriétés naturelles le rendant presque immortel. Les fruits pouvaient être conservés entiers dans du miel ou cuits avec du sucre et du miel, puis scellés dans des récipients sous forme de confiture et de gelée qui restaient comestibles pendant des mois. La forte concentration en sucre empêchait la croissance bactérienne par la même pression osmotique qui rendait le sel efficace, en extrayant l'humidité de tout micro-organisme qui tentait de coloniser l'aliment conservé. Au-delà de ces méthodes de conservation active, les gens du Moyen Âge tiraient également parti de leur environnement pour le stockage, construisant des chambres souterraines qui maintenaient des températures naturellement fraîches toute l'année. Ces pièces aux murs de pierre sous les châteaux et les manoirs pouvaient garder certains aliments frais bien plus longtemps que si on les laissait exposer aux variations de température saisonnières. Les caves à légumes
remplissaient des fonctions similaires pour des légumes comme les navets, les carottes et les oignons, qui pouvaient rester viables tout l'hiver dans l'obscurité fraîche du sous-sol. La logique économique derrière une grande partie de la conservation des aliments au Moyen Âge devient claire lorsque l'on considère le défi de nourrir les animaux pendant l'hiver. Les pâturages offraient un pâturage abondant au printemps, en été et en automne. Mais l'hiver n'offrait rien d'autre qu'un sol gelé. Maintenir de grands troupeaux en vie nécessitait de stocker d'énormes quantités de foin et de céréales, une entreprise coûteuse et laborieuse. Il était beaucoup plus logique sur le plan économique d'abattre la plupart des animaux en automne, au moment où ils étaient les plus gras après s'être nourris tout l'été, et de conserver la viande pour la consommation hivernale plutôt que de consommer de rares ressources pour maintenir les animaux en vie. Cet abattage d'automne est devenu un rituel annuel qui a façonné tout le calendrier médiéval. Les semaines où les communautés travaillaient frénétiquement pour saler, fumer et conserver de toute autre manière la récolte de viande qui les soutiendrait jusqu'au printemps. La cueillette représentait une autre stratégie de survie essentielle, que les gens modernes ont presque entièrement abandonnée, mais que les paysans médiévaux pratiquaient avec une expertise sophistiquée. La campagne offrait une corne d'abondance d'aliments sauvages pour ceux qui savaient où et quand chercher. Des légumes sauvages comme le fenouil, le cresson, le silène enflé et le scolyme d'Espagne complétaient les cultures, apportant des nutriments et de la variété à des régimes autrement monotones. Les baies apparaissaient de façon saisonnière. Les mûres, les framboises, les fraises et les baies de sureau offraient douceur et vitamines, tandis que les cynorrhodons fournissaient une vitamine C cruciale qui aidait à prévenir le scorbut pendant les mois d'hiver où les produits frais étaient rares. Les noix apportaient des protéines et des graisses qui aidaient à maintenir l'énergie par temps froid. Ce que nous considérons aujourd'hui comme de mauvaises herbes servait souvent de source de nourriture précieuse à l'époque médiévale. Les orties, ces plantes urticantes que les jardiniers modernes maudissent et déracinent, sont remarquablement riches en vitamines A et C, ainsi qu'en fer, potassium, manganèse et calcium. Les cuisiniers médiévaux les ajoutaient aux soupes et aux tisanes, et les brasseurs les incorporaient même à la bière. Une fois cuites, les poils urticants perdaient leur pouvoir, révélant un légume nutritif qui poussait abondamment sans culture. Le cerfeuil sauvage, également connu sous le nom de persil sauvage, appartient à la famille de la carotte et a des parties entièrement comestibles avec un agréable goût anisé. Le chénopode blanc, une autre plante que l'agriculture moderne traite comme une mauvaise herbe à éliminer, servait en fait de culture légumière et de fourrage pour animaux dans certaines régions. Des documents du XIIIe au XVe siècle en Andalousie rapportent la cueillette d'asperges, de truffes, de lapins, d'oiseaux et de poissons de rivière, démontrant à quel point les paysans ruraux dépendaient largement des richesses de la nature pour compléter ce qu'ils pouvaient cultiver ou élever. Il ne s'agissait pas simplement de nourriture de famine consommée uniquement en temps de désespoir, bien que les études ethnographiques la présentent parfois de cette manière. Les preuves suggèrent que ces aliments sauvages étaient intégrés au régime alimentaire régulier et servaient également à des fins médicinales et hygiéniques. La profondeur des connaissances requises était stupéfiante. Les paysans qui ne savaient ni lire ni écrire maintenaient néanmoins une compréhension encyclopédique des plantes comestibles à chaque saison, des champignons sûrs et de ceux qui étaient mortels, des noix suffisamment mûres pour être récoltées, et de l'endroit où trouver chacun de ces aliments dans le paysage autour de leur village. Ce savoir se transmettait oralement des parents aux enfants, des cueilleurs expérimentés aux novices,
créant une bibliothèque vivante de sagesse botanique et écologique qui a mis des générations à s'accumuler, mais qui pouvait se perdre en une seule génération si la chaîne de transmission se rompait. Le brassage médiéval mérite une attention particulière, car il remplissait une fonction de survie essentielle au-delà du simple divertissement. À une époque où les sources d'eau étaient souvent contaminées et où l'on comprenait mal les bactéries ou les maladies d'origine hydrique, les boissons fermentées offraient une alternative plus sûre pour l'hydratation. Le processus de brassage lui-même, même sans que le brasseur ne comprenne pourquoi, tuait les agents pathogènes qui rendaient l'eau dangereuse. La cervoise et la bière n'étaient pas des luxes, mais des nécessités quotidiennes, consommées par les adultes comme par les enfants comme principale source de liquide. La distinction entre la cervoise et la bière médiévale est importante pour comprendre leur production. La cervoise était la tradition la plus ancienne, une boisson de malt non houblonnée où le mou n'était pas bouilli avant la fermentation. La bière incluait du houblon et impliquait de faire bouillir le mou avec ses fleurs amères. Les brasseurs médiévaux ne comprenaient pas la microbiologie de la fermentation. Ils ne pouvaient pas voir les cellules de levure convertir les sucres en alcool et en dioxyde de carbone. Mais ils savaient par expérience que quelque chose dans l'air ou reporté des brassins précédents provoquait la transformation. La pratique du réensemencement, consistant à ajouter du sédiment de levure d'un brassin précédent pour en démarrer un nouveau, propageait efficacement les souches de levure, même si les brasseurs ne savaient pas que la levure existait. Une fois le mou refroidi, ils le décantaient du sédiment, battaient la bouillie de levure dans le liquide frais et le versaient dans des fûts où la fermentation se poursuivait. Avant que le houblon ne devienne la norme, les brasseurs utilisaient du gruit, un mélange d'herbes et d'épices qui aromatisait et aidait à conserver la bière. Les ingrédients courants du gruit comprenaient l'achillée millefeuille, la bruyère, le genévrier et le myrte des marais, chacun apportant des saveurs distinctives et des propriétés conservatrices. Différentes régions et même différents brasseurs développaient des recettes de gruit signature qui rendaient leur cervoise unique. Le houblon a été perfectionné dans la Bohême médiévale au XIIIe siècle, et ses propriétés antibactériennes donnaient à la bière houblonnée des qualités de conservation supérieures à celles de la cervoise, bien que la transition du gruit au houblon ait mis des siècles à s'achever. Au début du Moyen Âge, le brassage était principalement une activité domestique, menée par les femmes pour la consommation personnelle. Le processus exigeait une intervention humaine à chaque étape, du maltage du grain à la surveillance des températures de fermentation, en passant par le jugement du moment où le brassin était prêt. Les femmes sont devenues expertes dans la lecture des signes subtils d'une fermentation réussie, ajustant leur technique en fonction de la saison, de la qualité des ingrédients et d'innombrables autres variables. Il ne s'agissait pas de production industrielle, mais d'un savoir-faire artisanal, intime et spécifique, transmis de mère en fille, comme une compétence de survie essentielle. Rien ne révèle mieux l'ingéniosité médiévale que leurs pratiques médicales, qui étaient bien plus sophistiquées que ne le suggèrent les stéréotypes populaires. Bien qu'ils n'aident pas notre compréhension de la théorie des germes et ne puissent pas effectuer de nombreuses procédures chirurgicales modernes, les guérisseurs médiévaux ont développé des traitements remarquablement efficaces, basés sur une observation attentive et une expérience accumulée. La médecine par les plantes constituait le fondement des soins de santé médiévaux et les connaissances qui la sous-tendaient étaient profondes. Les monastères développèrent de vastes jardins d'herbes qui servaient à la fois de pharmacie médicinale et de centre de recherche botanique. Les moines cultivaient des centaines d'espèces de plantes, expérimentant des préparations et documentant quelles herbes traitaient quelles affections. Il ne s'agissait pas de superstitions populaires,
mais de l'application systématique de connaissances botaniques accumulées au fil des siècles. Avicenne, le grand érudit islamique également connu sous le nom d'Ibn Sina, a produit son canon de la médecine au début du XIe siècle, détaillant 760 plantes médicinales et leurs applications. Ce texte est devenu une norme médicale mondiale, étudiée dans les universités européennes pendant des centaines d'années. Encore plus tôt, Dioscoride a écrit de Materia Medica vers 65 après Jésus-Christ, traitant des usages médicinaux de plus de 600 plantes. Cet ouvrage a constitué la base de la médecine par les plantes dans toute l'Europe, jusqu'à 1500 et au-delà. Les guérisseuses locales servaient de principaux prestataires de soins de santé pour la plupart des gens du Moyen Âge, leur connaissance des herbes et des pratiques de guérison faisant d'elles les médecins de village pour des communautés qui ne verraient peut-être jamais un médecin formé à l'université. Ces femmes savaient quelles plantes réduisaient la fièvre, lesquelles soulageaient la douleur, lesquelles favorisaient la cicatrisation des plaies et lesquelles pouvaient être dangereuses à des doses incorrectes. Les prêtres fournissaient également des soins médicaux, ainsi que les barbiers qui arrachaient les dents, réduisaient les fractures et effectuaient même certaines opérations chirurgicales. La médecine médiévale mélangeait ce que nous appellerions de la superstition. Pierres magiques, charmes, invocations. Avec la religion et des remèdes à base de plantes réellement efficaces, créant un système médical qui était en partie efficace et en partie placebo. Bien que pour les patients médiévaux, la distinction importait moins que le fait de se sentir mieux. Le diagnostic sans instruments modernes exigeait des médecins qu'ils deviennent des observateurs extraordinairement habiles. Ils s'appuyaient sur 4 méthodes de diagnostic principales. L'observation de l'apparence et du comportement du patient, la palpation du corps pour détecter des gonflements ou des anomalies, la prise du pouls et l'examen de l'urine. L'inspection de l'urine est devenue si centrale dans le diagnostic médical que le flacon d'urine est devenu le symbole même de la profession de médecin. Les médecins examinaient l'urine pour sa couleur, sa clarté, son sédiment et même son odeur, interprétant ses caractéristiques selon la théorie des 4 humeurs. Cette théorie humorale, héritée du médecin grec Galien, soutenait que le corps contenait 4 fluides fondamentaux: le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Un excès de l'une de ces humeurs rendait une personne respectivement sanguine, phlegmatique, colérique ou mélancolique, et la maladie résultait de déséquilibres entre ces humeurs. Bien que la théorie fût incorrecte, elle fournissait un cadre systématique pour le diagnostic et le traitement, et certains des traitements qu'elle suggérait, la saignée pour réduire l'excès de sang, les changements de régime alimentaire pour modifier l'équilibre humoral, aidaient occasionnellement, même si le raisonnement qui les sous-tendait était erroné. La médecine de champ de bataille révèle à quel point certaines pratiques médicales médiévales étaient devenues avancées. Sur le champ de bataille médiéval, l'hémorragie et le choc étaient les principaux tueurs, et une intervention rapide faisait la différence entre la survie et la mort. Les chirurgiens sont devenus extraordinairement habiles en amputation, développant des techniques qui pouvaient retirer un membre endommagé en moins d'1 minute et arrêter le saignement en 3 à 4 minutes. La vitesse était essentielle car, sans anesthésie moderne, des opérations prolongées signifiaient une douleur insupportable et un choc plus important. Le chirurgien avait besoin d'une confiance et d'une précision absolue, coupant à travers la chair et l'os avec des mouvements rapides et exercés, puis ligaturant ou cautérisant rapidement les vaisseaux sanguins avant que le patient ne se vide de son sang. Les médecins médiévaux employaient également des traitements que la médecine moderne n'a que récemment redécouverts. Ils utilisaient des asticots
pour débrider la peau nécrosée, les larves se nourrissant des tissus morts tout en laissant la chair saine intacte. Une technique que les spécialistes contemporains des soins des plaies ont ravivée pour certaines infections. Le miel servait d'agent antibactérien, ses propriétés naturelles prévenant l'infection des plaies. Des manuels médicaux décrivent le retrait de pointes de flèche avec des sondes infusées de miel et l'utilisation du miel pour refermer et guérir les plaies. Des textes médicaux du XIIe siècle démontrent une compréhension sophistiquée du traitement des fractures du crâne, décrivant des techniques pour détecter et traiter les blessures crâniennes qui pourraient facilement s'avérer fatales si elles étaient mal gérées. Le vin et le vinaigre servaient d'antiseptiques, versés sur les plaies pour prévenir l'infection. Bien que les médecins médiévaux ne comprenaient pas que l'alcool du vin tuait les bactéries, ils savaient par expérience que les plaies traitées avec du vin guérissaient mieux que les plaies non traitées. Des hôpitaux de campagne étaient établis près des champs de bataille, souvent installés dans des églises ou des monastères qui servaient de centres de soins médicaux. Il ne s'agissait pas de tentes de triage primitives, mais d'installations relativement bien équipées où les soldats blessés pouvaient recevoir un traitement systématique de la part de chirurgiens expérimentés. L'évolution du traitement des plaies démontre la capacité d'innovation de la médecine médiévale. Au début de la période, la cautérisation à l'huile bouillante était une pratique courante pour arrêter les saignements et sceller les plaies, une procédure atroce qui sauvait néanmoins des vies lorsque l'hémorragie était l'alternative. Plus tard, les médecins ont développé des onguents antiseptiques qui ont remplacé l'huile bouillante pour les amputations, représentant une véritable avancée vers un traitement plus humain. Ambroise Paré, travaillant au 16e siècle mais s'appuyant sur la pratique de la fin du Moyen Âge, a été le pionnier des techniques modernes de traitement des plaies sur le champ de bataille, y compris des pansements spécialisés et l'utilisation de ligatures pour arrêter les saignements lors d'une amputation. Les procédures chirurgicales s'étendaient au-delà des traumatismes de champ de bataille. Les chirurgiens médiévaux pratiquaient des amputations de membres malades, la cautérisation de plaies, l'extraction de la cataracte pour restaurer la vue, des extractions dentaires et même la trépanation, la perforation du crâne pour soulager la pression ou retirer des fragments après des blessures à la tête. Ils utilisaient des opiacés pour l'anesthésie lorsqu'ils étaient disponibles, comprenant que les drogues dérivées du pavot pouvaient réduire la douleur, même si les mécanismes restaient mystérieux. Les instruments chirurgicaux retrouvés sur des sites archéologiques médiévaux témoignent d'une métallurgie sophistiquée et d'une conception soignée pour des usages médicaux spécifiques. Les attitudes médiévales envers l'eau et l'assainissement étaient considérablement plus sophistiquées que ne le suggèrent les stéréotypes populaires. L'infrastructure urbaine comprenait des canaux, des conduites d'eau, des puits et des fontaines publiques qui distribuaient l'eau dans les villes. Les plus grandes villes étaient délibérément situées près de rivières ou de côtes, offrant un accès facile à l'eau pour boire, se laver, le commerce et l'élimination des déchets. Les ménages riches employaient des porteurs d'eau qui apportaient de l'eau fraîche pour le bain et l'usage domestique, tandis que les citoyens ordinaires puisaient l'eau dans des puits et des fontaines communaux. Les bains publics étaient courants dans les grandes villes médiévales. Constantinople, Paris, Ratisbonne, Rome et Naples entretenaient tous des bains publics où les citoyens pouvaient se baigner pour une somme modique. Nuremberg comptait 14 bains publics à son apogée. Il ne s'agissait pas d'installations rudimentaires, mais de structures sophistiquées, avec de l'eau chauffée, des hammams et des préposés. L'idée que les gens du Moyen Âge ne se baignaient jamais est tout simplement fausse. La plupart des gens se lavaient régulièrement dans des bassines,
se lavant notamment les mains avant et après avoir mangé, ce qui était considéré comme une courtoisie élémentaire. Se baigner signifiait généralement de l'eau chauffée versée sur le corps, plutôt qu'une immersion complète dans une baignoire, bien que des baignoires en demi-tonneau en bois aient également été utilisées. Les réglementations sanitaires interdisaient de jeter les déchets dans les rues, bien que l'application de la loi ait varié et que des violations se soient certainement produites. Les villages utilisaient généralement des latrines extérieures ou des pots de chambre qui étaient vidés dans les rivières ou les ruisseaux. Pas idéal selon les normes modernes, mais représentant une tentative d'élimination organisée des déchets. Les camps militaires médiévaux creusaient des fosses ou des tranchées pour les latrines et enterraient les déchets pour minimiser les odeurs et réduire la transmission des maladies. Le feu était utilisé pour purifier les maisons, en brûlant les objets contaminés et en fumigeant les espaces où la maladie s'était déclarée. La fabrication du savon mérite d'être reconnue comme une véritable innovation médiévale. Le processus de base consistait à mélanger de l'eau avec des cendres de bois dur ou de plantes brûlées, à chauffer et à remuer jusqu'à formation d'une pâte, puis à la laisser refroidir et durcir avant de la couper en barres. Une recette plus détaillée du 14e siècle demande au savonnier de placer des cendres de chêne propres et tamisées dans un pot de 3 ou 4 gallons, d'ajouter 2 gallons d'eau bouillante, de bien remuer, de couvrir et de laisser reposer pendant 24 heures. L'eau de lessive résultante était ensuite passée à travers un tamis, chauffée jusqu'à ce qu'elle épaississe en bouillant, et mélangée avec de la chaux ou de l'huile d'olive pour créer du savon. Différents types de savons ont émergé dans différentes régions. L'huile d'olive et la lessive produisaient une variété, tandis que le suif était plus courant en Angleterre, où l'huile d'olive était chère. Les régions côtières où poussait la soude pouvaient produire des savons durs blancs particulièrement fins, car les cendres de soude donnaient une lessive riche en sodium. De la pierre ponce moulue ou du sable fin étaient parfois ajoutés pour nettoyer les mains particulièrement sales, créant un savon abrasif pour les lavages intensifs. Le savon était relativement cher au Moyen Âge et principalement accessible aux personnes riches ou à celles ayant accès aux centres commerciaux. Il est intéressant de noter que le savon a été largement développé pour l'industrie textile, spécifiquement pour préparer la laine à la teinture, plutôt que pour l'hygiène personnelle. Pourtant, les archives historiques montrent son utilisation pour le lavage. Un roi du nord de l'Italie du 8e siècle, Hildebrand, a promis 30 livres de savon par an à un évêque spécifiquement pour baigner les pauvres, démontrant à la fois que le savon existait et que son utilisation pour la propreté personnelle était appréciée. Au 13e siècle, la Grande-Bretagne avait établi des centres de fabrication de savon à Bristol, Coventry et Londres. La demande de cendres de bois pour faire de la lessive était si grande que de vastes zones boisées ont été détruites pour approvisionner l'industrie. Les croisés revenant du Moyen-Orient ont rapporté des connaissances sur les méthodes de fabrication de savon à l'huile d'olive, conduisant à la création de guildes spécialisées de savonniers, particulièrement célèbres à Marseille. Le feu représente l'une des technologies les plus fondamentales de l'humanité, mais le créer de manière fiable dans toutes les conditions nécessite des connaissances et des outils spécifiques. De l'âge du fer jusqu'à l'invention de l'allumette à friction en 1826, la méthode du silex et de l'acier a dominé l'allumage du feu à travers l'Europe. Cette technique était si répandue pendant la période médiévale que pratiquement chaque foyer possédait l'équipement nécessaire et chaque adulte connaissait la technique. La méthode nécessitait 3 composants essentiels travaillant de concert:
Le briquet en acier, également appelé batte, était une pièce d'acier trempée frappée contre une pierre pour générer des étincelles. La conception classique en forme de C était la plus courante de l'époque romaine à l'ère viking, bien que diverses formes aient existé. Le silex était la pierre préférée, bien que le quartzite, le chert ou la chalcédoine fonctionnaient également. Ce qui importait était d'avoir un bord tranchant qui pouvait fendre de minuscules particules de l'acier. Le troisième composant, l'amadou, attrapait ces étincelles et les nourrissait jusqu'à la flamme. L'amadou médiéval le plus prisé était préparé à partir de l'amadouvier, qui était collecté, séché et traité, parfois avec du salpêtre pour améliorer ses propriétés d'allumage. Ce matériau fongique se consumait de manière fiable lorsqu'il était frappé par des étincelles, fournissant une braise incandescente qui pouvait enflammer d'autres matériaux. Les amadous naturels comprenaient également des copeaux de bois ou d'écorce, des feuilles séchées, de l'herbe, des aiguilles de pin et des fibres végétales, chacun nécessitant des techniques différentes pour être transformé en flamme. La technique exigeait de la pratique et de l'habileté. Le bord tranchant du silex devait être frappé violemment contre le briquet en acier à un angle aigu, clivant ou rasant de petites particules de métal. La pyrophoricité de l'acier provoquait l'oxydation rapide de ces copeaux dans l'air, et la chaleur de l'oxydation rendait les particules en fusion et incandescentes. Ces étincelles en fusion, atterrissant sur l'amadou préparé, pouvaient l'enflammer si tout était sec et correctement préparé. Une fois que l'amadou commençait à rougeoyer, il était transféré dans une touffe de fibres végétales sèches appelée étoupe, sur laquelle on soufflait doucement jusqu'à ce que des flammes apparaissent. L'ensemble du processus pouvait prendre quelques secondes pour un expert ou quelques minutes pour quelqu'un de moins expérimenté, mais il était remarquablement fiable et beaucoup plus rapide que les méthodes d'allumage du feu par friction. Chaque foyer gardait l'équipement pour allumer le feu dans une boîte à amadou, généralement en métal, contenant le briquet en acier, des morceaux de silex et de l'amadou sec prêts à l'emploi. Entretenir le feu était généralement plus facile que de le créer, de sorte que les feux de foyer étaient souvent maintenus allumés en permanence. Mais la capacité de créer du feu à partir de rien restait une compétence de survie essentielle que les enfants apprenaient jeunes et pratiquaient tout au long de leur vie. Les techniques de construction médiévale ont produit des bâtiments qui ont résisté pendant des siècles, beaucoup étant encore debout et fonctionnels aujourd'hui. La durabilité et l'ingéniosité de ces méthodes méritent d'être reconnues, surtout compte tenu des outils limités disponibles. La construction en torchis fournissait un abri rapide et efficace en utilisant des matériaux entièrement locaux. Le processus commençait par une charpente en bois construite à partir de bois local, dans laquelle de fines branches ou brindilles, généralement du noisetier ou du saule car ils étaient flexibles, étaient tissées pour créer un treillis appelé clayonnage. Ce treillis était ensuite enduit de torchis, un mélange d'argile, de sable et de paille qui séchait pour former un mur résistant aux intempéries et isolant. La combinaison était remarquablement efficace. Le clayonnage tissé fournissait un soutien structurel, tandis que le torchis d'argile scellait contre le vent et la pluie. La technique s'est adaptée à divers climats et est restée en usage si longtemps que des exemples peuvent encore être trouvés dans certaines parties du monde aujourd'hui. La construction à colombage représentait une méthode de construction plus substantielle qui pouvait supporter plusieurs étages et durer des générations. Les maîtres charpentiers utilisaient des techniques d'assemblage traditionnelles, emboîtant les poutres avec des joints à tenons et mortaises fixées par des chevilles en bois plutôt que par des attaches métalliques. Cet assemblage exigeait une précision extraordinaire. Chaque pièce devait être coupée exactement à la bonne taille, sinon le joint serait faible. Mais il créait des connexions remarquablement solides, qui pouvaient fléchir avec le vent et le tassement, tout en maintenant l'intégrité structurelle. La méthode poteau-poutre répartissait le poids efficacement, permettant aux bâtiments de supporter des étages supérieurs et des toits lourds.
Le processus de construction impliquait de dessiner des plans de base sur papier, puis de tracer des gabarits à grande échelle directement sur le chantier. Les charpentiers coupaient et ajustaient chaque poutre selon ses gabarits, assemblant la charpente pièce par pièce. Les bâtiments construits de cette manière pouvaient durer des siècles avec un entretien approprié, les poutres en chêne devenant plus dures et plus solides avec l'âge, plutôt que de se détériorer. De nombreux bâtiments médiévaux à colombage servent encore de maisons, de magasins et de bâtiments publics à travers l'Europe, témoignant de la durabilité de la technique. La maçonnerie en pierre et la construction d'arcs ont permis de bâtir des châteaux, des cathédrales et d'autres structures monumentales qui inspirent encore l'admiration aujourd'hui. L'arc, un héritage romain, est devenu la base de l'architecture des églises médiévales. Le principe est élégant. Des pierres en forme de coin appelées voussoirs sont disposées en courbe, avec une clé de voûte centrale qui verrouille toute la structure. Une fois correctement construit, un arc est remarquablement solide, distribuant le poids vers l'extérieur et vers le bas le long de sa courbe. Les maçons médiévaux construisaient des murs avec des blocs soigneusement taillés à l'extérieur, remplissant l'intérieur de moellons et liant le tout avec de faibles mortiers de chaux. Ils taillaient et finissaient souvent les pierres avant de les hisser en place, puis effectuaient un dressage final fin après la pose pour obtenir des ajustements précis. Les connaissances requises étaient considérables. Les maçons devaient comprendre la répartition des charges, les propriétés des différentes pierres, comment tailler et façonner la pierre à l'aide d'outils à main, et comment mélanger des mortiers qui prendraient correctement. Ils travaillaient sans équipement de topographie moderne ni outils électriques, s'appuyant sur des fils à plomb, des niveaux, des règles à mesurer et une expertise accumulée pour atteindre la précision nécessaire à des structures qui devaient durer des siècles. Les grandes cathédrales représentent le summum de ce savoir, chacune étant un témoignage des capacités mathématiques, d'ingénierie et artistiques des bâtisseurs médiévaux. La forge mérite une reconnaissance spéciale comme étant peut-être l'artisanat le plus vital de tout village médiéval. Les forgerons forgeaient les outils qui rendaient l'agriculture possible, les armes qui assuraient la sécurité, les fers à cheval qui permettaient le transport, et d'innombrables articles ménagers qui rendaient la vie quotidienne fonctionnelle. Chaque forgeron travaillait avec 5 outils indispensables. Le marteau de différentes tailles pour différents usages, les tenailles pour tenir le métal chaud en toute sécurité, l'enclume fournissant une surface lourde contre laquelle travailler, la forge pour chauffer le métal jusqu'à ce qu'il soit assez mou pour être façonné, et le soufflet pour forcer l'air à travers la forge et intensifier la chaleur. Les techniques de base étaient le forgeage, où le métal était chauffé jusqu'à ce qu'il soit mou, puis façonné avec un marteau et une enclume, et le soudage, où 2 morceaux de métal étaient chauffés jusqu'à ce qu'ils fondent en surface, puis martelés ensemble pour fusionner en une seule pièce. Les techniques supplémentaires comprenaient le moulage de métal en fusion dans des moules, la coupe avec des ciseaux ou des scies, et le limage pour affiner les formes et les bords. Les forgerons utilisaient des poinçons pour créer des trous circulaires, ainsi que diverses tailles de ciseaux, haches, étampes, mandrins, masses et autres outils. Fait remarquable, les forgerons créaient leurs propres outils au besoin, une autosuffisance qui signifiait qu'un forgeron qualifié pouvait établir un atelier presque n'importe où avec juste un équipement de base et un accès au fer. Le charbon de bois servait de combustible original pour la forge, brûlé dans la forge pour atteindre les hautes températures nécessaires au travail du fer. Finalement, le charbon a commencé à remplacer le charbon de bois, d'abord en Grande-Bretagne au XVIIe siècle, puis dans l'est de l'Amérique du Nord au XIXe siècle,
en grande partie à cause de la déforestation qui rendait le charbon de bois de plus en plus cher à mesure que les forêts se raréfiaient. Les forgerons médiévaux apprenaient à juger la température du métal par sa couleur, sachant précisément quand le fer était assez chaud pour être forgé, quand l'acier était correctement trempé, quand une soudure prendrait. Ce savoir provenait d'années d'expérience et de mentorat, en observant un forgeron expert et en maîtrisant progressivement le métier par la pratique. Le tannage du cuir transformait les peaux d'animaux bruts en l'un des matériaux les plus polyvalents de la société médiévale, en utilisant des tanins naturels provenant de l'écorce d'arbres. 3 méthodes principales existaient. Le tannage végétal, avec de l'écorce de chêne ou de châtaignier, produisait un cuir durable et résistant à l'eau. Le tannage à la lune créait un cuir blanc et souple pour les gants et chaussures fins, et le tannage à la graisse produisait un cuir doux et hydrofuge pour les conditions difficiles. Le processus était long et laborieux. Les peaux étaient lavées et trempées dans une solution de chaux pour détacher les poils et la graisse, avec des temps de trempage allant de 8 jours pour le cuir à chaussures à 14 jours pour le cuir de harnais. Après l'épilage et l'écharnage venait le confitage, un processus remarquable où du fumier ou de la cervelle d'animal était travaillé dans la peau, leurs enzymes décomposant les protéines pour créer de la souplesse. La liqueur de tannage était préparée dans des fosses de lixiviation où de l'écorce de chêne moulue macérait dans l'eau pendant des semaines. Les peaux passaient par des cycles répétés de trempage dans des solutions de tanin de plus en plus fortes, un processus s'étendant jusqu'à 1 an pour le cuir le plus fin. Enfin, le cuir était lavé, séché lentement et assoupli par le corroyage, étirement et application de graisse. Des professions spécialisées ont émergé. Tanneurs, tanneurs en blanc, tanneurs en rouge, chamoisseurs et pelletiers, tous réglementés par des guildes. Les tanneries étaient situées près des rivières ou à la périphérie des villes, en partie pour les odeurs, mais aussi à cause du risque de maladie du charbon provenant des peaux contaminées. La production de cordes et de cordages était essentielle à la vie médiévale, des cloches de monastères aux voiliers. En Europe du Nord, les plantes à fibres libériennes fournissaient la matière première, le tilleul, le lin, le chanvre et l'ortie étant les plus courants. Le traitement commençait par le rouissage, trempage de la matière végétale dans l'eau pendant 1 à 6 semaines selon la plante. Après venait le teillage, le fendage des tiges pour extraire les fibres propres. Au 13e siècle, des corderies spécialisées sont apparues. Des bâtiments extraordinairement longs où les brins pouvaient être étalés sur toute la longueur de la corde et tordus ensemble, créant des longueurs continues de 300 yards ou plus. Des équipes d'artisans maintenaient la tension tout en tressant des cordes à plusieurs brins, utilisant des blocs de bois percés pour maintenir les fibres alignées. L'expertise requise était considérable. Différentes applications exigeaient différentes torsions, matériaux et épaisseurs. La production textile était l'une des industries les plus importantes de l'Europe médiévale, nécessitant le tri, le cardage, le filage, le tissage, la teinture et le foulage, tout à la main. Le filage transformait les fibres lâches en fils à l'aide de fusailloles, des disques lestés qui maintenaient l'élan de rotation pendant que le fileur étirait et tordait les fibres. Ce travail minutieux produisait des quantités limitées chaque jour, rendant le tissu véritablement précieux. Le tissage a connu une évolution significative. Le passage des métiers à tisser verticaux à pesons aux métiers à tisser horizontaux a représenté une étape majeure. Les métiers à tisser horizontaux mécanisaient les opérations avec des pédales et des navettes, permettant une production plus rapide.
Le tisserand pouvait utiliser des pédales pour lever et abaisser les fils de chaîne, tout en lançant la navette d'avant en arrière, augmentant considérablement la vitesse de production. La teinture utilisait des matériaux entièrement naturels, plantes, minéraux et insectes. Les matières tinctoriales importées comme le pastel des teinturiers pour le bleu, la garance pour le rouge et la gaude étaient des marchandises de valeur. Le processus nécessitait des mordants, des substances liant la teinture de manière permanente à la fibre. La teinture au pastel pouvait prendre 3 jours pour une bonne solidité des couleurs, nécessitant un contrôle minutieux de la température et du temps. Le foulage nettoyait et épaississait le tissu par pilonnage, soit au pied, soit à l'aide de moulins à eau qui représentaient une véritable innovation médiévale. La production de poterie médiévale a évolué de manière spectaculaire au fil des siècles. Au début du Moyen Âge en Angleterre, la plupart des gens fabriquaient des pots simples et fonctionnels pour leur propre usage. Les poteries montées au colombin étaient construites en roulant de l'argile en longs boudins et en les enroulant vers le haut pour construire les parois du récipient. Construites à la main sans tour, elles avaient tendance à être bosselées et asymétriques. Ces premiers récipients étaient cuits dans des feux de joie plutôt que dans des fours et n'étaient pas vernissés. Au XIIIe et XIVe siècle, les potiers urbains produisaient en masse des formes diverses avec une décoration sophistiquée. L'engobe, ou de l'argile colorée humide, était appliquée comme de la peinture, des rainures sculptées, des motifs estampés, le sgraffite, qui consistait à gratter les couches de surface, l'incrustation et le vernissage. Les récipients se sont diversifiés en formes spécialisées pour la cuisson, le stockage et le service. Les potiers ont développé une expertise dans l'approvisionnement en argile, apprenant à tester la texture de l'argile et à observer son comportement pendant le séchage et la cuisson. Cette évolution de la poterie domestique brute à l'artisanat urbain sophistiqué démontre comment la technologie médiévale a progressé lorsque les conditions économiques ont favorisé la spécialisation. La fabrication du charbon de bois soutenait la métallurgie et les industries nécessitant une chaleur intense. Le procédé du bas-fourneau utilisait le charbon de bois à la fois comme source de chaleur et comme agent réducteur. Des soufflets forçaient l'air à travers le minerai de fer et le charbon de bois en combustion, créant du monoxyde de carbone qui réduisait l'oxyde de fer en fer métallique s'accumulant sous forme de loupe. La production de charbon de bois suivait des étapes inchangées depuis des siècles. Les ouvriers coupaient du bois de chauffage, principalement du chêne ou du bouleau et de l'aulne en Écosse, en morceaux, et construisaient un tas d'environ 2 mètres carrés avec une cheminée centrale. Le tas était recouvert de terre ou de tourbe et brûlé lentement dans des conditions de faible oxygène, chassant les substances volatiles et laissant du carbone presque pur. Cela nécessitait une attention particulière. Trop d'oxygène brûlait le bois en cendres, trop peu arrêtait le processus. Le rapport minerai-charbon de bois était essentiel. Les fondeurs expérimentés apprenaient les bonnes proportions par la pratique. Au XVIIIe siècle, la rareté du bois a limité l'expansion de la production de fer, rendant l'Angleterre dépendante des importations suédoises et russes avant la transition éventuelle vers le coke. La pêche médiévale utilisait des techniques adaptées aux espèces et aux types d'eau. Les chaluts ramassaient les espèces de fond, les seines encerclaient les poissons dans les eaux peu profondes, les filets maillants enchevêtraient les poissons dans des mailles de taille appropriée, et les filets fixes utilisaient les marées pour piéger les prises. Le blocage des rivières consistait à isoler des sections pour piéger les saumons et les truites migrateurs. La construction de filets nécessitait la maîtrise des nœuds de cabestan et d'écoute.
Des preuves archéologiques montrent des filets fabriqués à partir de chanvre d'ortie résistantes à la pourriture. Les pièges à poissons étaient ingénieux. Des brins de saule cultivés pendant 3 ans étaient tissés en pièges en forme d'entonnoir. Les pièges à anguilles étaient tapatés avec du poisson mort et conçus pour une évasion difficile. Les pêcheries, de grandes installations dirigeant les poissons vers des pièges, incorporaient des motifs complexes canalisant les prises dans des boîtes tressées en osier. Des sites de l'Essex montrent des pièges à poissons datant du 7e siècle. La conservation était essentielle. Le fumage combiné au salage fonctionnait le mieux dans les îles britanniques, en particulier pour le harengue gras. La Norvège exportait de la morue déshydratée en Angleterre, séchée à l'air froid et ensoleillée jusqu'à ce qu'elle se conserve indéfiniment. Le harengue voyageait dans des barils de saumure vers des marchés lointains. La mesure du temps sans horloge nécessitait de multiples méthodes. Les cadrans solaires étaient les plus répandus. Environ 3000 ont été recensés au Royaume-Uni, généralement sur les murs sud des églises, marquant les heures des services liturgiques. Les limitations étaient évidentes. Ils nécessitaient la lumière du jour et la visibilité du soleil, et la position de l'ombre variait avec les saisons. Les horloges à eau, appelées clepsydres, mesuraient le temps par l'écoulement de l'eau entre des récipients, utiles la nuit ou les jours nuageux. Les églises parisiennes employaient un matricularus pour les entretenir. Ces dispositifs divisaient proportionnellement le jour et la nuit en segments qui variaient selon les saisons, pas nos heures modernes immuables. Le système des heures canoniales divisait la journée en 8 périodes: matine, laude, prime, tierce, sexte, none, vêpres et compli. Les sabliers mesuraient également le temps lorsque le soleil n'était pas visible. La philosophie médiévale de la mesure du temps différait fondamentalement de la nôtre. Plutôt que des heures abstraites basées sur le mouvement des étoiles, il comparait les durées de phénomènes observables, créant une relation plus flexible avec le temps. La navigation sans instruments modernes nécessitait de multiples méthodes complémentaires. La navigation astronomique utilisait l'étoile polaire et la position du Soleil pour déterminer la direction et la latitude. Les navigateurs expérimentés estimaient la latitude en mesurant les angles entre l'horizon et les corps célestes, bien que la précision nécessitât des instruments et de la pratique. Les points de repère naturels fournissaient des références fiables: montagnes, arbres distinctifs, côtes et rivières. Les rivières étaient particulièrement précieuses, offrant des itinéraires définis. En aval menaient à la mer ou à de plus grandes rivières, en amont vers les sources en altitude. Les Vikings excellaient dans la lecture des signes naturels: les schémas de vol des oiseaux, les courants océaniques, la couleur et le comportement de l'eau indiquant la position par rapport à la Terre. La navigation à l'estime évaluait la position en calculant la vitesse et la direction à partir de points de départ connus. Les marins apprenaient à estimer la vitesse en regardant des objets flotter ou en sentant le mouvement du navire dans l'eau. Bien que les erreurs accumulées réduisaient la précision sur de longs trajets, combinées à d'autres méthodes, elles fournissaient des informations précieuses. L'introduction de la boussole magnétique en Europe au XIIe siècle, venue de Chine, a révolutionné la navigation maritime. Pour la première fois, les marins pouvaient déterminer la direction même par temps couvert lorsqu'ils ne pouvaient pas voir le soleil ou les étoiles. Cela a rendu la navigation possible dans des conditions qui auraient auparavant gardé les navires au port, élargissant considérablement la saison et la fiabilité des voyages en mer. L'astrolabe était un instrument sophistiqué composé d'un disque de métal suspendu par un petit anneau, marqué d'une échelle de degrés
et équipés d'une règle pour mesurer la hauteur des corps astronomiques au-dessus de l'horizon. En mesurant l'angle entre le Soleil ou des étoiles particulières et l'horizon, les navigateurs pouvaient déterminer leur latitude, à quelle distance au nord ou au sud ils se trouvaient. L'utilisation d'un astrolabe nécessitait une formation et un temps clair, mais entre des mains expertes, il fournissait un positionnement remarquablement précis. Les cartes Portulan sont apparues pour la première fois en Italie vers 1290 et leur précision était étonnante. Ces cartes maritimes montraient les contours côtiers de la Méditerranée, avec un niveau de détail et de précision qui semble presque impossible pour l'époque. Elles étaient couvertes de réseaux de lignes de rhombe rayonnant à partir de roses des vents, permettant aux navigateurs de tracer des routes de port en port en suivant ces lignes. L'origine des cartes Portulan reste quelque peu mystérieuse. Comment les cartographes médiévaux ont atteint une telle précision sans équipement de topographie moderne est encore débattu, mais leur utilité est indéniable. Le kamal représentait la technologie de navigation islamique, un simple dispositif pour mesurer les altitudes et les latitudes des étoiles. Les quadrants et les arbalètes offraient des alternatives plus simples à l'astrolabe pour mesurer l'angle du Soleil ou des corps célestes au-dessus de l'horizon. Ces instruments nécessitaient moins de compétences pour être utilisés, mais offraient moins de précision. La clé était de combiner plusieurs outils et méthodes. Utiliser la boussole pour la direction, l'astrolabe ou l'arbalète pour la latitude, la navigation à l'estime pour suivre la progression, les cartes Portulan pour tracer les routes et les signes naturels pour confirmer la position. La tradition orale jouait un rôle crucial dans la navigation, en particulier pour les voyages terrestres et la navigation côtière. Les connaissances locales sur les itinéraires sûrs, les zones dangereuses, les variations saisonnières des conditions et les points de repère fiables étaient transmises de génération en génération. Un guide expérimenté qui connaissait le terrain pouvait naviguer de manière fiable même sans instrument, en suivant des sentiers qui pouvaient être invisibles pour les étrangers, en reconnaissant des caractéristiques subtiles qui indiquaient la direction ou la distance, et en évitant les dangers que les étrangers ne remarqueraient que trop tard. La prévision météorologique combinait l'observation empirique avec le calcul astrologique dans des systèmes que les gens du Moyen Âge prenaient très au sérieux. Les méthodes astrométéorologiques combinaient des observations météorologiques détaillées avec des calculs astronomiques et mathématiques. Les zones climatiques et les divisions célestes formaient la base des prédictions. Les astrométéorologues calculaient les positions et les directions planétaires, déterminaient la position et la force du Soleil pour l'interprétation et analysaient les relations angulaires entre les planètes. Les planètes positionnées directement à l'opposé, l'une de l'autre dans le zodiaque, étaient considérées comme ayant une relation négative et susceptibles de produire des tempêtes ou un temps instable. Les planètes, à un angle de 45 degrés, suggéraient une perturbation atmosphérique problématique, tandis que les planètes, à 60 ou 120 degrés, indiquaient une interaction positive et un temps modéré et favorable. Les signes météorologiques à court terme comprenaient les formations nuageuses et les schémas de vol des oiseaux. Les auteurs anciens Aratos, Virgile et Pline avaient recueilli des signes météorologiques pronostiques basés sur le comportement des animaux et l'apparence du ciel, et ces collections étaient étudiées tout au long de la période médiévale. Au XIVe siècle, certains érudits tenaient des observations météorologiques détaillées avec des notes soignées, corrélant les facteurs astrométéorologiques avec les conditions météorologiques réelles pour établir quels facteurs étaient les plus significatifs pour des prédictions précises. Ces méthodes ont été prises au sérieux du 9e au 18e siècle. Robert Grosseteste
un éminent érudit médiéval, soutenait que la prévision des sécheresses ou des inondations sauverait des vies et justifiait l'effort investi dans le développement de méthodes de prévision météorologique précises. Bien que nous sachions maintenant que les positions planétaires n'ont aucune influence réelle sur la météo, l'engagement médiéval envers l'observation systématique et la tenue de registres représentait une véritable méthodologie scientifique. Le fait que le cadre théorique ait été incorrect ne diminue pas la valeur des données empiriques qu'ils ont collectées ou l'approche logique qu'ils ont adoptée pour tester et affiner leurs prédictions. Avant de conclure, nous devrions aborder les nombreuses idées fausses sur la vie médiévale qui persistent malgré les années que les historiens ont passées à les réfuter. La notion des âges sombres comme une période de barbarie et d'ignorance intellectuelle est tout simplement fausse. La période médiévale a été une époque de changements importants et de progrès considérables dans la technologie, l'agriculture, l'architecture, le droit et l'apprentissage. Plusieurs périodes d'intense activité intellectuelle ont eu lieu, notamment la Renaissance carolingienne au IXe siècle et la Renaissance du XIIe siècle. Les inventeurs et artisans médiévaux ont produit les premières lunettes, l'horlogerie mécanique, la charrue lourde et, dans les dernières décennies de la période médiévale, vers 1440, l'imprimerie à caractère mobile. Le mythe de la Terre plate est une autre fausseté persistante. À de très rares exceptions près, aucune personne instruite à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ ne croyait que la Terre était plate. Les érudits médiévaux comprenaient presque universellement que le monde était rond. Ce n'était même pas controversé. Le mythe de la Terre plate a été essentiellement inventé par Washington Irving en 1828 et perpétué par des écrivains ultérieurs qui voulaient dépeindre la période médiévale comme ignorante et superstitieuse. Les fameux débats sur les anges dansant sur des épingles n'ont jamais eu lieu. C'est un mythe inventé au XVIIe siècle pour se moquer de la philosophie scolastique médiévale. De même, l'idée que les gens du Moyen Âge avaient une mauvaise hygiène est largement fausse. Les gens du Moyen Âge se lavaient régulièrement, le lavage des mains avant et après les repas étant considéré comme une courtoisie élémentaire. Ils appréciaient les bains fréquents lorsqu'ils pouvaient accéder aux bains publics dans les grandes villes ou chauffer de l'eau à la maison. Le savon, bien que relativement cher et principalement accessible aux riches ou par le biais des centres commerciaux, était connu et utilisé au Moyen Âge. Les gens se nettoyaient les dents avec des brindilles mâchées, et les livres de recettes de l'époque incluent des instructions pour le dentifrice et le bain de bouche. Les bûchers de sorcières n'étaient pas principalement un phénomène médiéval. La folie de la sorcellerie a atteint son apogée du XVIe au XVIIIe siècle, bien après la fin de la période médiévale, avec environ 35 à 60 000 exécutions pendant les chasses aux sorcières du début de l'ère moderne. Tragiquement, la persécution des sorcières se poursuit au XXIe siècle, avec des milliers de mortes documentées au cours des dernières décennies dans certaines parties de l'Afrique, de l'Inde et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien que des accusations sporadiques de malédiction aient eu lieu au Moyen Âge, celles-ci n'ont pas évolué vers les grandes chasses aux sorcières organisées qui ont caractérisé le début de l'ère moderne. Le stéréotype du procès de sorcière médiévale est en grande partie une confusion entre la persécution du début de l'ère moderne et un cadre médiéval. Les Vikings n'ont jamais porté de casques à cornes. Cela aurait été une conception extraordinairement peu pratique, facilement renversée en combat. L'image du casque à cornes provient de l'art romantique et des costumes d'opéra du XIXe siècle, et non de preuves historiques. Les droits des femmes à l'époque médiévale étaient en fait plus étendus à certains égards qu'ils ne le seraient au début de l'ère moderne de 1500 à 1800. Bien que la réalité fût complexe,
et variaient selon la région et le statut matrimonial. Les femmes célibataires et veuves pouvaient posséder des entreprises, acheter et vendre des biens et hériter de fortunes. Dans l'Angleterre médiévale, 10 à 14 % des propriétaires terriens nobles étaient des femmes, et les veuves recevaient un revenu de leur droit de douaire. Cependant, la propriété des femmes mariées devenait généralement celle de leur mari en vertu de la doctrine de la couverture, qui a émergé au XIIIe siècle. À partir de la fin du Moyen Âge, les restrictions sur les droits économiques et juridiques des femmes ont commencé à augmenter, les guildes devenant de plus en plus exclusivement masculines et les droits de propriété des femmes étant restreints. Bon nombre des restrictions les plus sévères que nous associons aux limitations historiques des droits des femmes ont été imposées au début de l'ère moderne, représentant un déclin par rapport à certaines pratiques médiévales. Les 30 secrets que nous avons explorés aujourd'hui représentent bien plus que de simples techniques de survie ou des curiosités historiques. Chacun éclaire une vérité fondamentale sur l'ingéniosité humaine. Confrontés à des défis, nos ancêtres ont développé des solutions sophistiquées en utilisant une observation attentive, une expérience accumulée et une transmission collaborative des connaissances. Les gens du Moyen Âge comprenaient leur environnement avec une intimité que la plupart des gens modernes ont entièrement perdue. Ils pouvaient lire des signes subtils dans les schémas météorologiques, évaluer la qualité des matériaux par le toucher et la vue seule, juger des températures et des temps sans instruments, et créer des produits complexes par des processus nécessitant des années de maîtrise. La sophistication des systèmes de connaissances médiévaux remet en question nos hypothèses sur le progrès et l'avancement. Les praticiens médiévaux des métiers et des sciences intégraient les dimensions politiques, économiques, sociales, techniques et culturelles d'une manière que la spécialisation moderne a fragmenté. Un forgeron médiéval comprenait simultanément la métallurgie, l'économie, le design et les besoins de la communauté, tandis qu'un ingénieur métallurgiste moderne pourrait comprendre la chimie des métaux au niveau moléculaire, mais n'avoir aucune idée de comment gérer une entreprise ou des outils dont un agriculteur a réellement besoin. Les guérisseurs médiévaux par les plantes combinaient les connaissances botaniques, l'observation médicale, les soins spirituels et les relations communautaires dans leur pratique, tandis que la médecine moderne a séparé ces dimensions en différentes spécialisations qui communiquent rarement. L'intégration que nous voyons dans les connaissances de survie médiévale offre des leçons pour notre monde moderne fragmenté. Leurs systèmes agricoles combinaient la science du sol, l'élevage, l'économie et les rythmes saisonniers en pratiques cohérentes qui ont soutenu les communautés pendant des générations. Leurs méthodes de construction utilisaient efficacement les matériaux locaux, créant des bâtiments qui ont duré des siècles avec un impact environnemental minimal. Leur médecine a permis de véritables guérisons malgré le manque de nos capacités technologiques, grâce à une observation attentive et à une sagesse accumulée sur ce qui fonctionnait. Leur navigation a traversé les océans en utilisant de multiples méthodes complémentaires plutôt que de dépendre d'une seule technologie qui pouvait tomber en panne. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons apprécier à la fois ce que nous avons gagné grâce au progrès technologique et ce que nous avons perdu dans le processus. Nous avons gagné en confort, en efficacité et en capacité que les gens du Moyen Âge ne pouvaient imaginer. Nous pouvons communiquer instantanément à travers les continents, voyager à des vitesses qui leur sembleraient magiques, guérir des maladies qu'ils trouvaient mortelles, et accéder à des informations qui dépassent ce que la plus grande bibliothèque médiévale pouvait fournir. Les vies confortables, longues et saines que beaucoup d'entre nous mènent sembleraient un paradis pour les paysans médiévaux qui faisaient face à la faim, à la maladie et à une mort précoce comme des menaces routinières. Pourtant,
nous avons aussi perdu des capacités cruciales. Combien de personnes modernes pourraient se nourrir si les épiceries fermaient? Combien pourraient construire un abri en utilisant des matériaux trouvés dans la nature? Combien pourraient traiter des blessures ou des maladies sans accès aux hôpitaux et aux pharmacies? Combien pourraient créer du feu, trouver leur direction sans GPS, conserver de la nourriture sans réfrigération ou produire du tissu à partir de fibres brutes? Les gens du Moyen Âge possédaient une autosuffisance que les gens modernes ont troquée contre une dépendance à des systèmes complexes que nous ne comprenons pas et ne pourrions pas reproduire. Les leçons de résilience tirées de la sagesse de survie médiévale ont une pertinence renouvelée à notre époque incertaine. Ils comprenaient que les connaissances doivent être activement transmises ou elles disparaissent en une génération. Ils valorisaient les compétences pratiques aux côtés de l'apprentissage théorique, reconnaissant que savoir comment faire quelque chose était aussi important que de comprendre pourquoi cela fonctionnait. Ils maintenaient une redondance dans leurs méthodes. De multiples façons de conserver la nourriture, de multiples techniques de navigation, de multiples sources de traitement médical, comprenant que dépendre d'une seule solution créait une vulnérabilité dangereuse. Les principes de durabilité intégrés dans les pratiques médiévales méritent notre attention. Leur méthode de production utilisait des ressources renouvelables. Fibres végétales pour la corde et le tissu, bois pour la construction et le combustible, produits animaux pour le cuir et la colle, tous récoltés à des rythmes durables qui permettaient la régénération. Leurs bâtiments pouvaient durer des siècles, car ils étaient conçus pour la réparation et la modification plutôt que pour l'obsolescence programmée. Leurs systèmes agricoles enrichissaient le sol au fil du temps grâce à la rotation et à la fertilisation naturelle plutôt que de l'épuiser. Leur communauté fonctionnait avec des apports énergétiques minimes au-delà du travail humain et animal, de la chaleur solaire, du vent et du courant de l'eau. Lorsque nous regardons cela avec les yeux d'aujourd'hui, nous voyons à la fois la distance que nous avons parcourue et la sagesse que nous avons abandonnée. La technologie moderne nous a libérés d'une grande partie du labeur éreintant que la vie médiévale exigeait, mais elle nous a aussi rendus dépendants et déconnectés des processus fondamentaux qui soutiennent la vie humaine. Comprendre comment nos ancêtres répondaient aux besoins de base en utilisant uniquement des matériaux naturels et des connaissances accumulées offre une perspective sur ce que la technologie nous apporte réellement et ce qu'elle coûte. Le monde médiéval nous montre que les humains peuvent être remarquablement créatifs, résilients et capables lorsque la nécessité l'exige, et que les sociétés peuvent fonctionner pendant des siècles sur des principes très différents de nos systèmes industriels et numériques modernes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers 30 secrets de survie remarquables du monde médiéval. J'espère que ces révélations ont changé votre vision du Moyen Âge, défiant les mythes d'obscurité et d'ignorance pour révéler une période d'ingéniosité authentique et de réalisation impressionnante. Les hommes et les femmes qui ont vécu ces siècles ont fait face à des défis qui submergeraient la plupart des gens modernes. Pourtant, ils ont non seulement survécu, mais ont bâti des civilisations, créé de la beauté, fait progresser l'apprentissage et transmis des connaissances qui ont permis les progrès ultérieurs. Leur héritage mérite notre respect et une étude attentive, car dans leur sagesse pratique, nous pouvons trouver des aperçus précieux pour notre propre époque. Si vous avez apprécié cette exploration des secrets de survie médiévaux, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres personnes intéressées par l'histoire, les compétences de survie ou l'ingéniosité humaine. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'enquêtes approfondies sur la façon dont nos ancêtres vivaient, travaillaient et résolvaient les défis fondamentaux de l'existence humaine.
Laissez un commentaire pour me dire lequel de ces 30 secrets vous a le plus surpris. Était-ce la sophistication de la médecine médiévale, la complexité de leur navigation, la variété de leurs méthodes de conservation des aliments, ou peut-être la démystification des mythes courants sur la vie médiévale? Je lis chaque commentaire et vos réflexions inspirent souvent de futures explorations. D'ici la prochaine fois, puissiez-vous emporter avec vous une appréciation pour la sagesse accumulée du passé et les capacités remarquables des êtres humains face aux défis, avec rien d'autre que la connaissance, l'habileté et la détermination.